Le 2 mai 73 de l'ère chrétienne, la prise de Masada met fin à la révolte juive contre Rome, menée par d'irréductibles judéens, les Zélotes et les Sicaires. Dans la forteresse montagneuse qui domine la mer Morte, leur siège a duré 3 ans. Comment ont-ils tenu si longtemps? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand les Romains ont pénétré dans la forteresse? Le mystère plane encore. Journaliste, réalisateur et écrivain, Sylvestre Biel a déjà écrit sur la résistance juive. Son premier roman était un hommage magique à Jura Lischwitz, qui a organisé le sabotage d'un important convoi de déportation pour Auschwitz. Sylvestre Biel, bonjour. Bonjour. Vous nous venez aujourd'hui de Belgique pour parler de votre deuxième roman, Masada, paru aux éditions Plomb. D'une écriture lyrique, vous y évoquez des personnages réels, comme le chef sicaire Éléazar ou le général romain Lucius Flavius Silva. Mais les personnages qu'on suit et qui racontent sont bien souvent des enfants. Alors, parlez-nous de ces enfants, juifs et romains. Qu'est-ce qu'ils portent en eux? Oui, j'ai voulu. Alors, il y a des enfants, des adolescents, des femmes, et en effet, les personnages historiques réels sont chez moi des personnages secondaires, parce que je voulais être au plus près des gens, des psychologies, des émotions, on va dire comme ça, pour justement nourrir mon roman, qui n'est donc pas un livre historique, mais plutôt une exploration de ce qui se passe dans la tête des gens pendant cet événement particulier de Masada. Et donc oui, voilà, des enfants. Ils n'ont pas du tout le même statut quand on est chez les juifs zélotes ou autres, parce qu'ils sont très... Agar, voilà, Agar, Ariel, ils sont toute une bande de jeunes qui ont entre 6 et 12 ans et qui sont responsables de l'acheminement de l'eau, enfin d'une partie de l'eau de la forteresse avec un âne. Ils vont dans les citernes extérieures. Il faut imaginer, je fais déjà une digression, mais il faut imaginer donc une forteresse sur une montagne. Voilà, l'ancien palais fortifié d'Hérode le Grand est devenu aujourd'hui un lieu de garnison et qui donc est utilisé par les Juifs assiégés. Et donc il y a un grand plateau fortifié, les Romains sont tout autour dans des camps romains. Il faut imaginer un peu dans l'ambiance Astérix, mais en très sérieux. 400 mètres plus bas. 400 mètres plus bas, au bord de la mer Morte. Et donc, en haut, ces enfants sont responsables, on imagine, d'une partie de l'approvisionnement en eau. Et les citernes sont extérieures. Donc, il faut prendre des tout petits chemins très vertigineux aller chercher l'eau. Donc, on est avec eux. Ces enfants-là n'ont pas du tout la même psychologie et le même rapport au monde que les jeunes qui sont en bas et qui sont, on va dire, dans Janou, par exemple. Janou et Tiritus, ils ont eux plutôt 14, 15, 16 ans. Lui est le fils de Roxane, qui est la favorite du légat, donc du général romain. Donc on est autre part au niveau de on va dire des couches sociales de l'époque, puisque chez les juifs pieux, tout se mélange beaucoup plus, tout est homogène, tandis qu'en bas, enfin avec des chefs et avec des chefs religieux, etc., tandis qu'en bas, c'est extrêmement hiérarchisé. Et donc Janou, lui, espère être adopté par le général, aller à Rome, faire carrière, etc. Mais donc les quelques semaines qu'il va passer pendant le siège ont complètement modifié sa vision des choses. Et donc lui, voilà, lui de culture romaine, il pense au début qu'ils sont là pour le bien, que Rome amène le bien un peu partout, etc. Et donc voilà, c'était ça mon plaisir et mon envie, mon ambition de mélanger toutes ces psychologies et me mettre, comme vous disiez, du côté des enfants. Ça me permettait cette liberté-là. Il y a un personnage qui est tout à fait fascinant, c'est peut-être le plus fascinant de tous, c'est celui d'une prostituée qu'on appelle l'Égyptienne et qui disparaît mystérieusement la nuit. C'est le personnage donc le plus intriguant et on dirait qu'elle a existé vraiment. Et de qui est-elle inspirée? J'ai cherché... Alors, elle est inspirée J'ai ma petite idée. Elle est inspirée... Ah non, mais je pense qu'elle est inspirée de ma propre imagination. Je ne peux pas en dire trop sur elle, parce que sinon, comme vous l'avez très bien fait... Voilà, elle porte l'intrigue, donc on ne peut pas trop raconter pourquoi elle est là. Mais elle appartient à toute une série de gens. Il faut imaginer, en Galilée, en Judée à l'époque, qu'il y a énormément de gens qui sont à cheval sur deux cultures, au moins deux cultures. Donc la culture, on va dire... traditionnelle juive, hébraïque, qui est celle du cru, on va dire comme ça, pour toute une série de gens, mais ça fait un siècle, enfin 130 ans pour compter court, que le monde romain s'impose et colonise l'endroit et enfin toute la Méditerranée, tous les pourtours méditerranéens. Donc ce qui fait qu'il y a là-bas énormément de gens qui sont au moins de 2 ou 3 ou 4 cultures différentes et qui vivent ça plus ou moins bien, qui cachent parfois certaines
origines pour des raisons stratégiques en disant c'est Rome qui est là, qui va employer les gens, donc moi je ne vais pas trop insister sur ça, je vais plutôt insister sur ça. Et voilà, donc elle est vraiment à cet endroit charnière entre différentes cultures pour servir ses ambitions secrètes. On va dire qu'elle ne dévoile pas tout ce qu'elle fait, mais donc c'est quelqu'un qui a... alors elle est très belle, elle est très intrigante, mais surtout elle est psychologiquement très riche, très forte. Elle est en mission, voilà. C'est la voisine de Janou, elle doit avoir 25 ans, lui en a 15, mais il y a une histoire très forte qui se lie entre eux, et chacun va un peu initier l'autre à une partie de... Voilà, ensemble on est plus fort, et ce couple qui est contraire au départ va se chercher, se trouver. Parce quel est le lien entre les deux mondes finalement? Voilà, mais on ne le sait pas trop au début, et il ne faut pas le dire trop, mais c'est vrai qu'on comprend qu'elle est complètement chez elle. Pas dire comment. Il ne faut pas dire comment, voilà. Mais elle est complètement chez elle dans ce monde d'ébullition, un peu de folie. Donc Jérusalem, on est juste après la prise, le siège, la destruction du temple de Jérusalem et une grande partie de la ville qui a lieu donc en 70. Et donc là, on est 3-4 ans après. Et elle était là, elle a vécu ça avec ses enfants très jeunes. Donc on comprend qu'elle a un passé compliqué, tout en étant avec cette double casquette, si on peut dire, cette double culture. Alors, on retrouve de nombreuses problématiques actuelles. Ces Juifs et ces Romains, quelque part, ils nous parlent de nous. Alors, le rapport au pouvoir, la spiritualité, et qu'est-ce que finalement Masada dit de notre époque? Alors, elle dit énormément de choses de notre époque, et surtout partant de Covid, parce que le Covid nous a un peu déshabillés, nous a un peu laissé face à des certitudes, des récits de société très francs qu'on a tous, en disant voilà, nous sommes une société de progrès, de certitudes scientifiques, de démocratie, et toutes ces grandes valeurs sur lesquelles repose notre société ont été questionnées, c'est le moins qu'on puisse dire, par une pandémie mondiale, où on se rend compte que les libertés individuelles, c'était un discours qui peut s'effondrer très vite quand on a peur d'une maladie, voilà, toute une série de choses. Et à l'époque, c'est la même chose, c'est-à-dire que Rome, partout, est victorieuse, apporte le progrès, mais c'est un État totalitaire impitoyable en même temps. Il se repose sur les grandes idées grecques, sur les philosophes grecs, sur la beauté, sur l'homme, centre du monde, plein de mesures, etc. Mais ça, c'est ce qu'il pense à être et le récit. Mais la réalité est très, très dure. Il y a leur inconscient aussi, le sang. Le sang, voilà. Qui est opposé à l'eau, la pureté chez les Juifs, chez les Zélotes, en fait. Oui, voilà. Ça, on en parle beaucoup aussi. L'eau les ablutions, voilà. Les ablutions sont là. Il y a les mikvés qu'on a retrouvés sur Masada qui sont symboliquement aussi très forts, de voir que ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. Toute une série de choses comme ça qui nous ramènent, qui nous font une sorte de flash. Mais voilà, donc eux, les Romains, pour rester sur eux encore un instant, eux sont dans ces espèces de certitudes. Ils ont réussi à imposer ça peu de temps avant en Gaule, tout autour de la Méditerranée. Ils sont montés dans plein d'endroits. Ils ont unifié, mais face au peuple juif, ils sont complètement décontenancés, à la fois fascinés et décontenancés, parce qu'il y a ce Dieu unique qui va finir d'ailleurs par s'imposer à tout l'Empire quelques siècles plus tard de façon très ironique via le christianisme, mais donc le christianisme à l'époque, une toute petite secte juive, pas encore très à la mode. L'histoire de Masada évoque aussi de vieux mythes antisémites, celui du juif civilisé le jour, traître la nuit. Comment avez-vous appréhendé d'aborder ces aspects qui résonnent un petit peu avec le présent tout de même? Oui, ben alors là, ça aussi c'est très intéressant. Alors c'est une longue réponse, mais il y a des images, on va dire bibliques, qu'on peut se réapproprier en se penchant sur Masada. Notamment le fait que les Hébreux à l'époque, il y a énormément de gens qui sont guerriers, qui sont militaires de profession et qui font cette guerre contre Rome depuis des années, des décennies, des générations. Et donc on imagine, on doit imaginer que c'est un lieu où il y a des armées qui s'affrontent, des bandes rivales, etc. Et donc à Masada, on est bien placé pour le savoir, même si en haut c'est un village qui vit avec des familles, etc. Et que les Romains essaient de les décrire vraiment comme des guerriers. Mais il y a ça aussi, d'ailleurs si je le montre, il y a des gens qui sont très pieux en haut, mais ils peuvent parfois être très pieux et aussi être conscients qu'ils doivent mener une guerre pour résister à l'envahisseur, tout simplement. Donc ça crée au niveau on va dire du fantasme
juifs d'autres images que celles qu'on a parfois en tête à l'époque quand on voit Ben-Hur, où on se dit ils sont que opprimés et que voilà, ici il y a quelque chose de l'ordre de la rébellion. C'est pour ça que Masada est devenu ce symbole. Alors est-ce qu'il y a certainement aussi un double symbole, celui qui est, comme vous disiez, traître la nuit. Moi, j'ai essayé de contrebalancer tout ça parce qu'évidemment, ce symbole-là, il a été créé par les vainqueurs ou par les ennemis qui sont les Romains. Donc, eux sont complètement décontenancés par ça aussi. Ils voient des gens qui sont les zélotes, comme vous disiez, ou les sicaires, sont des gens qui sont donc... c'est un peu comme dans toutes les guerres d'occupation. Vous avez l'occupant qui est là, et puis les gens essaient de résister, et donc ils font des choses qui sont parfois traîtres, enfin qui peuvent être vues traîtres par Rome, évidemment, puisque eux ils essaient de défendre la liberté de leur pays à ce moment-là. Donc, il y a une vraie psychose chez les Romains, vous savez bien dépeindre d'ailleurs. On va dans la tête du légat à un moment, et il y a ce sang partout, il y a cette torture intérieure qui est... il y a une fascination double. Eux ils ne sont pas tout à fait idiots non plus, ils ne sont pas du tout monomaniaques. Les Romains, il y en a qui sont donc, comme je disais, très ouverts à des idées, des idées grecques, de comprendre la nature humaine, etc. Ils sont fascinés, en tout cas dans mes personnages, ils sont fascinés par cette religion, ce pouvoir que donne, cette confiance que donne ce Dieu unique, et ils en sont un peu jaloux, ils essaient de comprendre le secret juif, où est le trésor juif, un peu comme une pierre philosophale. Et en même temps, ils sont complètement décontenancés par... le côté, on va dire, parfois un peu plus compliqué des résistants juifs qui leur mènent la vie très très dure pendant des années. On va en nommer un maintenant. Il s'agit de la figure d'un traître pour les Juifs, c'est Flavius Joseph, qui rallia l'empereur Vespasien. Et c'est lui qui a relaté le suicide collectif, alors qu'il n'en était pas un témoin direct. Ces écrits sont contestés par les historiens et les archéologues. Selon vous, quelle est la part de vrai et de faux dans ce qu'a écrit Joseph? Alors, c'est de nouveau sans divulgacher votre livre, évidemment. Difficile, mais donc Flavius Joseph, très connu pendant tout le Moyen-Âge parce que c'est le seul historien, si on peut l'appeler comme ça, qui a mentionné le Christ. Mais alors, par rapport à cette guerre, cette révolte juive, lui étant juif lui-même et se racontant comme ancien prêtre, on va dire, oui, personne de la haute société juive, va être une sorte, comment le dire, de pro-romain, qui va dire « moi je vous raconte la vérité parce qu'autrefois dans mon autre vie et encore maintenant j'étais juif mais j'étais haut placé, j'étais prêtre donc tout ce que je vais vous dire j'ai compris ça de l'intérieur ». En même temps il est complètement soumis à Vespasien, à l'empereur, puis à Titus, à l'empereur de Rome, donc on se doute bien nous aujourd'hui que ce qu'il raconte… Il a mené la révolte. C'est complètement partisan, il raconte qu'il a mené la révolte et donc ça pose la grande question de ce suicide collectif parce que évidemment le suicide collectif c'est un récit inventé ou propagé, c'est ce que disent certains historiens, moi je ne suis pas, par Flavius Joseph, pour rendre intelligible une partie de la spiritualité juive à son public à lui, qui est romain et qui est proche de l'empereur. Et donc par exemple, dans sa propre vie, il raconte qu'à un moment, pendant le siège de Yotapata, il est lui-même dans une grotte avec 40 personnes et ils vont se suicider collectivement et au dernier moment, lui échappe parce que c'est le dernier qui… Et donc lui-même se met déjà en scène comme celui qui a échappé à un suicide collectif. Et il y a des suicides collectifs partout dans son œuvre. Chaque fois qu'il y a une bataille, ça raconte ça. Oui, ça ressemble à des choses qu'il a déjà racontées avant. Un suicide collectif, et il y a une idée, il y a des idées romaines qu'on retrouve parce qu'en fait, dans ce qui a motivé le discours d'Éléazar, en fait. Voilà, le discours que lui prête à Éléazar. Le suicide chez les Romains, à l'époque, n'a pas du tout le même statut que chez les Juifs, et donc le suicide est très bien vu à Rome, par certains. C'est très glorieux, etc. Donc ils trouvent quelque chose. Alors, cela étant dit, il est fort possible que des gens se soient suicidés en masse pendant la guerre. C'est tout à fait possible. Les historiens aujourd'hui se disputent de savoir est-ce qu'ils l'ont tous fait, une partie, etc. Mais voilà, c'est une figure du récit de l'époque. Très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Et nous rappelons la parution de votre deuxième roman, Masada, aux éditions Plomb. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au revoir.